Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Véronique est à mes côtés Et bonjour Benoît, bonjour chers auditeurs. et nous avons la joie d'inviter aujourd'hui Dominique Tassot. Dominique Tassot, merci d'être venu à notre invitation pour un livre qui vous tient particulièrement à cœur. Effectivement, Vous allez me dire que tous vos livres vous tiennent à cœur. Oui, non, enfin, c'est le résultat quand même d'une maturation de nombreuses années. Alors vous êtes ingénieur des mines de Paris et vous avez réalisé, plutôt soutenu en Sorbonne, une thèse de philosophie sur la dialectique de la science et de la révélation. Donc ça, c'était un intérêt évidemment pour les questions science et foi depuis longtemps. Et vous dirigez une excellente revue, à savoir le CEP, qui traite justement des relations entre foi et science, science et foi, Église et... Oui, enfin, je dirais que le CEP, les CEP, ça veut dire en fait centre d'études et de prospective sur la science. Mais comme la science inonde tous les secteurs de la société, si vous voulez, dans la revue, on a aussi bien des rubriques sur l'histoire, sur la politique. Il y a la question de l'autorité intellectuelle de la Bible aussi, qui est un élément important dans le paysage. Alors vous intéressez à ces questions depuis toujours. Et il se trouve que vous venez de publier un ouvrage de quasiment 300 pages, très clair, et sous forme de questions-réponses, à savoir 100 questions-réponses, consacrées à l'évolution, on dirait aujourd'hui plutôt l'évolutionnisme en général, et plus particulièrement, évidemment, en ce qu'il concerne les origines de l'homme et son devenir. Oui, alors évidemment, évolution, évolutionnisme, si vous c'est deux mots, mais je préfère le mot court. Vous préférez le mot évolution au mot évolutionnisme? C'est-à-dire que les mots en isme, ça veut dire qu'il y a derrière une idéologie. Souvent, c'est des mots donnés par l'adversaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le christianisme. Mais justement, le mot christianisme est récent. Oui. On employait l'adjectif. Anciennement, on n'employait pas ce substantif abstrait. Donc, moi, je donne la préférence aux mots courts et concrets par rapport aux mots abstraits. Ça, c'est une règle générale. C'est peut-être mon côté philosophe, si vous voulez, qui intervient. Oui. Le philosophe se méfie des mots. Vous appréciez le mot exact. Alors, le mythe évolutionniste n'est pas un simple conte de fées pour grandes personnes. Écrivez-vous selon le mot plaisant lancé par le libre penseur Jean Rostand. Alors, s'il n'est pas un simple conte de fées pour grandes personnes, qu'est-il à vos yeux? Vous m'aviez signalé avant qu'on commence cette émission un bon mot de Solzhenitsyn, et j'aimerais que vous nous le développiez maintenant. Oui, effectivement. Alors, quand même, Jean Rostand, le conte de fées pour grandes personnes, c'est une formule intéressante parce que Jean Rostand, c'est quand même, alors son nom maintenant est peut-être oublié, mais enfin, il était membre à la fois de l'Académie des sciences en tant que biologiste et de l'Académie française. Donc les gens qui émargent aux deux fauteuils ne sont pas nombreux. Oui. Donc c'est quelqu'un qui avait un poids intellectuel important et la formule l'évolution, un conte de fées pour grandes personnes a été publiée dans le Figaro littéraire oui. En 1953. Donc c'est une formule intéressante parce que Jean Rostand était évolutionniste. C'est cela. Il était spécialiste de l'étude des grenouilles, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir cet évolutionniste de conviction, mais de conviction contrainte par son athéisme, si vous voulez. Parce qu'il faut une origine des choses, une origine des êtres vivants, et à partir du moment où on accepte pas l'idée d'une cause surnaturelle, eh bien, il faut inventer autre chose. Et il en était réduit à dire conte de fées pour une personne. Bon, je pense que c'est beaucoup plus que ça, parce que l'évolution imbibe absolument les esprits. La plupart des gens regardent la nature autour d'eux avec les yeux de l'évolution. Donc c'est une grille de lecture des faits
Et ça n'est pas, et en ce sens-là, ça n'est pas un conte de fées. C'est même le récit des origines qui commande toute la pensée moderne. Alors le pire, c'est que cette pensée, et on va voir comment, cette pensée a pénétré absolument toutes les strates de la société, y compris la strate religieuse, à savoir la strate chrétienne, catholique, qui aujourd'hui adhère largement aux théories de l'évolution. C'est ça. Alors, si vous voulez, dans l'esprit du public, l'évolution, c'est de la science. C'est vendu comme de la science. Maintenant, pour un scientifique comme Jean Rostand, c'est un conte de fées. Et je dirais de façon plus technique, si on veut, pour moi, l'évolution, c'est la projection sur la nature du mythe du progrès. Le mythe du progrès date du XVIIIe siècle. Et il faut quand même savoir que des penseurs du XVIIIe siècle avaient parfaitement conçu les grands traits de l'évolution. Par exemple, Benoît de Maillet, qui était consul de France en Égypte au début du XVIIIe siècle, 1730, avait conçu les hommes des cavernes, il avait conçu que les êtres terrestres provenaient d'êtres marins. Donc l'évolutionnisme était né bien avant qu'il y ait des hommes de science, comme Lamarck et Darwin par exemple, pour lui donner un habillage scientifique avec un vocabulaire un peu plus précis. Mais l'évolutionnisme en tant que tel, c'est le mythe du progrès, c'est l'idée que tout se transforme, et avec le présupposé que le nouveau est mieux. La transformation. Oui, c'est-à-dire l'idée de progressisme, enfin de progrès. De progrès permanent. Il faut dire que le mot évolution n'était pas chez Darwin, par exemple. Et il a été inventé par un philosophe anglais qui s'appelle Spencer, avant la publication de l'origine des espèces. Donc Darwin s'est inséré dans un courant il l'a emprunté à Spencer. Qui était préexistant. Si nous comparons l'Église à un navire voguant sur les flots du monde, l'adhésion de nombre de ces théologiens à la vision scientiste de l'univers a deux effets. Masquer le phare indiquant la direction à suivre, la révélation divine, et confier le gouvernail aux gens d'en face. Il n'est pas étonnant qu'un siècle et demi à ce régime ait fait dévier la barque de Pierre de la trajectoire sur laquelle le concile inachevé de 1870 aurait dû la relancer. Vous voulez dire par là que le concile de 1870 devait traiter de ces questions essentielles ? C'est-à-dire que, voilà, au XIXe siècle, si vous voulez, jusqu'en 1870, et même au-delà, on peut dire pratiquement jusqu'à la fin du siècle, l'Église était fermement attachée à la vérité historique de la Genèse, et donc à l'origine d'Adam et Ève, selon une création directe par Dieu. Alors que, vous savez que... C'est ce qu'on appelle Darwin, le créationnisme. Pas tout à fait. Le mot n'existait pas à l'époque. C'était la doctrine catholique, tout simplement. Oui. Le créationnisme est né au XXe siècle. Et plutôt dans les milieux anglo-saxons. Enfin, donc c'est une des questions qui est abordée dans le livre. Mais non, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu un basculement à la fin du XIXe siècle en ce qui concerne l'autorité intellectuelle. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, les théologiens, qui sont des gens très savants, qui ont fait des études approfondies, se considéraient comme des maîtres à penser et ayant une autorité intellectuelle. Et je dirais la population l'acceptait comme telle. Avec une nuance, c'est que à l'époque, on admettait très bien que les théologiens puissent se tromper. C'est pour ça que l'affaire Galilée est absolument un faux problème, parce que la société demandait aux théologiens leur opinion sur toutes sortes de sujets, y compris les taux d'intérêt, y compris... Donc le théologien était considéré comme quelqu'un ayant son mot à dire, ayant une autorité pour dire quelque chose sur n'importe quel sujet, et pas seulement sur des questions religieuses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que est arrivé le scientisme, c'est-à-dire que l'idée que la science est vraie.
Oui. Donc aujourd'hui, si vous voulez savoir... C'est la religion de la science. Si on veut aller au fond des choses, Oui. un journaliste qui cherche la vérité sur un sujet, n'importe lequel, il va voir le scientifique de service, le spécialiste du sujet, qui a la connaissance vraie. Et il ne va pas voir le théologien. Alors que la théologie, traditionnellement la reine des sciences, fait que la théologie a son mot à dire sur tout. Ça, c'est ce qui se passait, je dirais, jusqu'en 1870. Et ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est que l'université, vous avez quelques grands noms de l'université, alors en particulier le chanoine Henri d'Orlodo à Louvain, qui se sont engagés dans l'idée qu'après tout, il ne faut peut-être pas prendre la Genèse pour un récit historique. Ce qui est quand même intéressant, parce que Jésus-Christ prend clairement la Genèse pour un récit historique. Mais peu importe. Enfin, toujours est-il que les intellectuels catholiques, à partir d'Henri de Dorlodo, évidemment, alors le cas de Teilhard de Chardin est bien sûr caractéristique, il viendra confirmer. Mais se sont pris au piège du scientisme, c'est-à-dire qu'ils ont considéré que la science disait des choses vraies. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est issu de la pensée scolastique, si vous voulez. La science aristotélicienne, c'était une science empirique. On induisait des faits empiriques, un certain nombre de notions, mais on restait toujours très, très proche du réel. Et l'idée d'une science théorique comme elle se pratique aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la physique, donc on pond des théories et puis après on cherche désespérément, éventuellement pendant des années, des applications possibles pour montrer que l'hypothèse est juste. Ça, c'est une conception de la science qui n'existait pas. Donc, assez naturellement, si vous voulez, les théologiens du XIXe siècle pensaient que la science était quelque chose d'empirique, de collant à la réalité, et donc qu'il fallait faire conscience que les résultats de la science étaient solides. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit, si l'âge de la Terre c'est des millions d'années, si l'origine de l'homme c'est une espèce de sous-population simiesque qui, on ne sait pas pourquoi, a eu qui a évolué. Sans que le reste de la population des singes n'ait évolué. Donc à ce moment-là, il faut revoir la façon dont nous voyons l'origine de l'homme, et dont nous voyons l'historicité de la Genèse. Donc d'une certaine façon, les théologiens se sont alignés sur les scientifiques, entre guillemets. Les scientifiques, alors si vous voulez, c'est très compliqué parce que la communauté scientifique, elle est très divisée. Le problème, c'est qu'il y a les gens qui parlent au nom de la communauté. Et c'est pas forcément un très grand nombre de personnes, et c'est pas forcément ce que pense le scientifique Durand. Non, mais votre livre regorge justement de références de scientifiques qui ne sont pas dans la vision orthodoxe, je dirais, de nos manuels scolaires et des manuels très convenus qui nous sont donnés à lire, non seulement en classe, à l'école, mais même à l'université. Et ça, oui, bien sûr. Alors là, vous tombez sur le problème de ce qu'on pourrait appeler l'effet polémique, c'est-à-dire l'effet qui ne cadre pas avec l'enseignement officiel et qui sont soigneusement... mais ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on se dit que on perd du temps. Je veux dire qu'on voudrait véritablement approfondir cette question des origines de l'homme, etc. On ne persisterait pas à vouloir maintenir, je dirais, une vérité officielle. On chercherait plutôt à explorer. Enfin, il y a un très bon exemple qui est celui de l'appendicite. Alors vous savez que pendant des dizaines d'années, on a opéré à tour de bras de l'appendicite. C'est vrai, On considère les chirurgiens, c'était un très bon travail pour les chirurgiens parce que il y a peu de risques, c'est pas compliqué et c'était assez rémunérateur. Oui. Alors la théorie, c'est ce qu'on appelle la théorie des organes désuets. Oui. C'est de dire, puisque l'homme vient à une ascendance simiesque ou animale, n'importe laquelle, bon, il est normal qu'il ait gardé un certain nombre d'organes qui ne sont plus utiles, donc qui sont désuets. Oui. Et on avait dit, finalement, on ne voit pas à quoi sert l'appendice, donc c'est un résidu de l'évolution, et du coup, la connaissance sur l'appendice est restée à zéro. Oui, parce que ce qui est grave dans le... si vous voulez, dans des idées fausses comme l'évolutionnisme, c'est qu'on
on se dispense de chercher, c'est-à-dire on tue la curiosité. Et donc les médecins ou les chirurgiens, les biologistes, au lieu de regarder à quoi sert l'appendice, ne l'ont pas fait. Alors évidemment, heureusement, ils se sont réveillés un peu plus tard. Donc maintenant, on sait que l'appendice joue un rôle important dans le système immunitaire comme producteur de cytokines immunocompétentes, etc. Mais c'est intéressant parce que là, on voit que l'idéologie a créé un retard de la connaissance scientifique. Un petit peu comme l'affaire Lysenko. En Union soviétique. Alors là, on sait que c'est l'idéologie dans le cas de Lysenko. C'est-à-dire que Staline, il fallait montrer que l'homme de la révolution est un homme nouveau, qui était supérieur, donc le progrès, etc. Donc l'homo soviéticus allait être un surhomme par rapport à l'homme de la rue chez nous. Bon. Et Lysenko, les idées de Lysenko, qui par ailleurs était un bon scientifique, il avait travaillé sur la vernalisation des blés. Donc il avait mis au point des variétés de blé, avec la prétention d'augmenter la productivité. Alors, si vous voulez, dans le contexte à l'époque du stakhanovisme, Lysenko était bien vu. Mais enfin, il n'empêche que les gens qui voulaient garder la tradition, les généticiens qui acceptaient les idées de Mendel, qui acceptaient l'idée que la reproduction est une production du même, la reproduction, ont été mis de côté, voire même, pour l'un d'entre eux, Vavilov, déporté en Sibérie. Voilà. Donc là, on voit bien l'influence négative de l'évolutionnisme sur la science. Et on voit qu'effectivement, dans le cas de l'appendicite, on n'opère plus l'appendicite de manière systématique aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, parce que finalement, tous les organes le corps est un tout qui a été créé par une intelligence, et donc tout sert à quelque chose. Oui, bien sûr. C'est comme la vésicule biliaire, par exemple, qu'on retirait presque systématiquement dès qu'il y avait un problème de calcul ou autre. Et aujourd'hui, on essaie de préserver l'existence de la vésicule biliaire. Oui, il y a le parce qu'elle joue évidemment un rôle essentiel dans le fonctionnement non seulement de la digestion, mais dans l'équilibre général de l'être humain. Donc le but de la science, c'est de connaître les choses. Et finalement, l'idéologie est une sorte de frein à la curiosité scientifique. Alors, avant que vous nous parliez justement, vous évoquiez cette question de la généalogie des espèces et surtout de cet arbre de l'évolution. Véronique a une question d'auditeur ou d'auditrice. De Radio Courtoisie. Bonjour, comment votre invité, qui a une formation scientifique, comprend-il les incohérences de la Genèse, la Terre créée avant le Soleil, l'alternance jour et nuit avant la création du Soleil, les arbres créés un jour avant le Soleil, etc. Ou alors illustre-t-il ce qu'on appelle, je crois, la dissonance cognitive? Oui, il y a une question dans le livre qui est faite pour répondre. C'est parce qu'il y a une méconnaissance de ce que sont les jours de la Genèse et le récit de la création. C'est le récit de la création par Dieu. Donc, alors vous savez, à chaque jour il est dit, et cela était bon, cela était bon. Et puis, à la fin du 6e jour, cela était très bon. Donc, c'est un superlatif. Ça veut dire que cela était complet. Et comme c'était complet, à ce moment-là, le monde peut fonctionner avec des causes secondes. Et la science devient possible. Mais la science n'a son mot à dire que depuis le 7e jour, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on ne fait de la science, par exemple, on fait de la science sur l'homme complet. On ne fait pas de la science sur un organe ou sur un. On ne peut pas faire de la science des arbres en ignorant les insectes. De ce point de vue-là, l'écologie a apporté beaucoup d'eau à mon moulin, si on veut, dans la mesure où on comprend que c'est l'ensemble qui est l'objet de la science. Alors, les gens qui font des théories scientifiques sur ce qui s'est passé pendant les 6 jours de la création, ils extrapolent, ils donnent à la science une fonction qu'elle n'a pas, parce la science ne peut l'extrapoler. L'extrapolation est tout à fait valide en science, mais on ne peut extrapoler qu'à partir de ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, c'est le monde complet.
avec des planètes, la Terre, des arbres, etc. Donc prétendre faire une science d'un monde, par exemple, d'un univers dans lequel il n'y aurait pas la vie, ça ne marche pas. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez toute une école en physique avec le principe anthropique, Oui. où on dit finalement les constantes physiques sont telles que ça a permis de rendre la vie possible. Mais je veux dire, d'un point de vue d'une création divine, ça va de soi. C'est-à-dire que la création est faite par une intelligence, donc tout a une raison d'être. Rien n'est au hasard, et le hasard n'existe pas. Et donc, si l'appendice existe, c'est qu'il a une fonction. Alors, on ne la connaissait pas au XIXe siècle, on la connaît maintenant. Oui. Donc, la réponse, si vous voulez, par exemple, oui. Alors le classique, c'est de dire le soleil apparaît au 4e jour. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, c'est que le fonctionnement... Alors, comment ça fonctionnait, si ça fonctionnait d'ailleurs, pendant les 6 premiers jours, on ne peut rien dire dessus. À la limite, le seul qui puisse dire quelque chose, c'est celui qui a été témoin. Et il n'y a qu'un seul témoin qui nous a transmis le récit de la révélation. Mais si vous voulez, aujourd'hui... Oui, mais comment expliquez-vous que cette logique de la création dans la Genèse ne corresponde pas à ce que la science nous dit aujourd'hui? Alors, si vous voulez, la notion de lumière, parce que là, pour les 4e jours, c'est la lumière. Dieu crée la lumière au début, puis après, le soleil, il crée le soleil. Mais aujourd'hui, aucun physicien ne réduit la notion de lumière à la lumière du jour solaire. La lumière, la lumière, ça reste quelque chose d'extrêmement mystérieux. Oui. Mais disons que c'est une vibration... à la fois ondulatoire, corpusculaire, etc. Donc là, c'est un autre sujet. Donc, mais c'est intéressant parce qu'on voit sur la notion de lumière les limites de la science. Vous savez que Einstein, qui a quand même eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, oui. Einstein disait dire qu'il y a des imbéciles qui croient savoir ce qu'est un photon. Et effectivement, dans les manuels, on vous parle du photon, en fait, hein, mais ça n'est pas parce qu'on a des notions sur le photon que l'on connaît le photon. D'ailleurs, on ne peut pas très bien, on peut pas dire qu'on l'a isolé. Enfin, donc le mystère de la lumière reste extrêmement épais, bien que l'on puisse technologiquement faire des utilisations subtiles avec la lumière. Donc, pour moi, si vous voulez, la science n'a rien à dire sur les 6 jours de la création, parce que ça n'était pas les causes secondes qui opéraient, c'est Dieu qui opérait. Vous savez, Dieu peut très bien laisser un homme sans nourriture pendant il faudrait être dans l'esprit de Dieu, c'est ça que vous voulez dire, pour comprendre. Il faudrait être dans l'esprit de Dieu, ce que nous ne pouvons pas faire. Oui. Puis je dirais, il n'y a pas à comprendre. Il faut recevoir. Je veux dire, avec reconnaissance. Parce que, justement, Dieu, sachant que nous ne pouvons pas connaître les origines, a pris soin, parce qu'il s'adresse à un être intelligent. Donc l'intelligence, c'est aussi de rechercher les causes, c'est de savoir, il n'y a pas d'effet sans cause, etc. Et donc, alors évidemment, là, la cause, c'est Dieu, le Créateur. Mais en même temps, on n'est pas laissé dans le vide, si vous voulez. Et ça, c'est une très grande force, ce concept de création, parce que c'est le point de départ de la science occidentale. Alors ça, c'est pas suffisamment connu. Pourquoi est-ce que parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la science, comme s'il n'y en avait qu'une, au singulier, avec l'article défini, la science, pourquoi est-ce qu'elle est née en Europe et pas en Chine ou chez les Incas? C'est parce qu'il y a eu convergence en Europe de 2 conceptions fondamentales. Il y a eu la logique grecque, avec en particulier les principes du tiers exclu, qui est un élément fondamental dans le discours scientifique. Et puis, il y a eu le concept de création, c'est-à-dire l'idée que l'origine des choses vient d'un être intelligent. Et donc, on peut comprendre, la science est possible. Et ça, on voit très bien quand on dit les fondateurs de la science moderne, ou des gens comme Descartes, Newton, etc., ils étaient complètement immergés dans la vision biblique du monde. Donc, opposer la science et la vision biblique du monde, y compris la Genèse, c'est un contresens historique. Alors, l'unicité du code génétique prouve-t-elle l'ascendance commune de tous les êtres vivants? Alors là, c'est le problème des ressemblances et des différences. Hein. En général, quand on voit une ressemblance, les évolutionnistes disent « Ah ben voilà, c'est bien, c'est la preuve qu'il y a un ancêtre commun.
etc. Mais ça nous renvoie aussi au fameux embryon d'équel, oui, qui serait commun à oui, non, mais je veux dire, le fait que l'atome de silicium, c'est l'atome de silicium qu'on trouve chez un être, que ce soit en chimie minérale, en chimie organique, etc. Enfin, alors, je vous lis, l'élément commun à tous les êtres vivants qui se traduit par ce code génétique général ne signe pas nécessairement une ascendance commune. Il relève de la forme et non de la matière. L'ascendance commune est une hypothèse qui pourrait expliquer un code génétique commun, mais ce n'est pas la seule hypothèse possible et ce n'est donc pas une preuve. Surtout, sont expliquées ainsi des ressemblances évidentes entre les individus d'une même lignée, mais rien n'explique comment ni pourquoi des différences auraient pu apparaître. Or, ce sont précisément les différences au sein d'une lignée qui marqueraient s'il y a eu bien évolution. Oui, si vous voulez, le fait que Shakespeare et Racine soient écrits en alphabet latin ne prouve pas que Shakespeare et Racine ont un ancêtre commun sur le plan littéraire, si vous voulez. On confond, si vous voulez, les modalités de réalisation. Oui. Le code génétique, c'est de la pratique. Hein, Alors, pourquoi réinventer la roue? C'est justement, ce qui est génial dans la création, c'est qu'on voit des processus identiques servir à des objectifs extrêmement différents. C'est là où il y a une différence vraiment entre l'intelligence humaine et l'intelligence divine. Si vous prenez la main humaine, avec la main, on peut couper quelque chose, on peut jouer du piano, on peut faire toutes sortes de choses. Vous n'avez aucun objet technologique qui soit capable de bien faire toutes ces choses-là, parce que quand l'ingénieur conçoit un objet, il le conçoit pour une fin, mais une fin très limitée. Donc l'objet va être adapté à cette fin, mais quand sur les foires on vous vend quelque chose qui est à la fois un ouvre-boîte, un couteau, etc., ça marche jamais. Enfin, c'est le bon objet technique, il a une finalité précise, et ce qui est remarquable dans les créations divines, enfin, autrement dit dans les êtres naturels, dans les organes, c'est la multiplicité des fins que l'on est capable d'atteindre avec un seul organe. C'est cela. L'évolution, pour vous, existe-t-il des formes d'évolution au sein de l'espèce humaine, de l'entité humaine? Alors là, si vous voulez, on entre dans le problème de dans le problème global du mensonge. Ah. C'est-à-dire que le mot évolution, si vous voulez, oui. Il y a plusieurs façons de mentir. Alors évidemment, il y a faire des statistiques, c'est bien connu. Mais il y a aussi une façon qui consiste à utiliser un mot dans un sens impropre, ou à utiliser le même mot pour deux concepts différents. Et alors, ce qui se passe avec l'évolution, c'est qu'il y a la microévolution. Alors la microévolution, c'est archi connu. Si vous prenez la diversité des chiens aujourd'hui, entre le chihuahua et le Saint-Bernard, etc., c'est prodigieux. Le pelage, la couleur. Maintenant, il n'empêche... Et même chez les êtres humains. Vous avez... bien sûr. Je suis né avec une dent de moins. Bon, ça, c'est une micro-évolution. Oui. Non, puis les écarts de taille entre mettons, les pygmées et les dinkas, etc., donc c'est considérable. Donc et je dirais que d'une certaine façon, la diversité de la vie fait partie de la vie, parce que l'harmonie du cosmos demande la diversité. On ne peut pas faire de l'harmonie avec un piano avec une seule touche. Pour créer de la beauté. Parce que quand on dit dans la Bible, cela était bon, c'est l'adjectif hébreu, c'est tov. Tov, ça veut dire beau. Ça veut dire beau. Donc cela était bon, cela était beau. Et d'ailleurs, tout le monde sait que il y a un certain rapport entre le bonté, l'efficacité et la beauté. C'est un objet c'est la technique. puissance de l'hébreu. La langue hébraïque permet des sens multiples pour certains mots. Comme toutes les langues, hein. C'est pas. Mais disons en l'occurrence, c'est frappant parce que ça montre bien qu'il y a derrière le cosmos cette notion d'harmonie. Et vous savez que cosmos, alors bien sûr c'est l'ordre. Enfin, si on remonte à l'étymologie dans la langue grecque, hein, c'est
les soldats qui défilent en ordre, c'est le cosmos. Mais il y a aussi la beauté, l'harmonie, et qu'on retrouve en cosmétique. Oui. Donc les produits cosmétiques, c'est des produits pour être beau, être belle. Oui. Hein, donc ça montre bien que s'ils ont une vision du monde dans laquelle on aurait exclu la beauté, ce qui est le cas de la vision évolutionniste du monde, est forcément une vision fausse. Parce que la vérité, si vous voulez, les universaux, la bonté, la vérité, la beauté, ça doit aller ensemble. Alors ça, les philosophes classiques l'avaient bien vu. Oui. Et donc... le beau, le bien, le vrai. Un de mes objectifs, si on peut dire, dans ce livre, c'est d'essayer de débusquer les erreurs et de rétablir une vision complète du monde. Donc une vision du monde dans laquelle l'intelligence a un sens et dans laquelle la beauté a une place très importante. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un petit détail, mais la revue du CEP, dans chaque numéro, il y a un poème. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et poème, vous savez que le mot poème, c'est de l'art, la poésie, si on veut. Mais en même temps, le verbe poème en grec, ça veut dire faire. Donc c'est... Alors, je crois qu'il y a une question oui. d'un auditeur. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, que Benoît Mancheron invite ce matin Dominique Tassot, qui nous parle de l'évolution à propos de son dernier livre qu'il vient de publier, qui est intitulé « L'évolution en 100 questions-réponses ». Livre préfacé par Pierre Rabichon, qui n'est rien de moins que professeur émérite et ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier, ancien président de l'Académie mondiale des technologies biomédicales. Alors justement, peut-être... non, la question d'abord, si je pourrais peut-être parler de Pierre Rabichon, parce que c'est intéressant. Alors, donc notre auditeur, monsieur ne va pas assez loin, à mon sens, dans la négation de la prétendue science moderne. Il faut remettre en cause aussi et surtout Descartes et Newton. Voyez à cet égard l'œuvre du grand philosophe brésilien Olavo de Carvalho. Alors, non, pas Othello de Carvalho, non. Olavo de Carvalho. Alors, j'avoue mon ignorance d'Olavo de Carvalho, mais j'ai noté le nom. Oui. En ce qui concerne Descartes et Newton, on ne peut pas tout jeter de Newton. Et c'est vrai qu'il y a de grands intellectuels en Amérique latine, et parfois qu'on a tendance à oublier ou qui ne sont traduits qu'avec beaucoup de retard. Bon. Maintenant, je suis d'accord avec votre auditeur en disant qu'il y a effectivement chez Descartes et chez Newton, puisqu'il reprend des gros problèmes. De gros problèmes. Alors, un autre livre plus ancien que j'ai écrit, qui était en fait ma thèse de philosophie, c'est un chapitre complet sur Descartes et un chapitre complet sur Newton. Ce qu'on peut... Enfin... Mais pour être très simple, Newton est le premier qui ait justement voulu séparer la science et la révélation. Alors c'est intéressant parce que lui était imbibé dans la vision biblique du monde. Il a fait un ouvrage entier sur le temple de Jérusalem. On considérait que c'était le meilleur théologien d'Angleterre de son temps. Il connaissait extrêmement bien les Écritures, mais en même temps, pour lui, le miracle, il ne faut pas que le miracle existe. Donc le miracle, c'est quelque chose qui est rare. Mais qui n'est pas lié à une intervention surnaturelle. Donc si vous voulez... Il a séparé la science et la théologie. Enfin, c'est un des premiers. La science et la révélation. Et la révélation, pardon. Parce que théologie, à la limite, c'était lui le théologien. Donc, c'est vrai. Au contraire, il attachait beaucoup d'importance. Les écrits théologiques de Newton, ça représente 20 fois ses écrits scientifiques. Mais si vous voulez, c'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet. Donc, et puis quant à Descartes, c'est évident que vous n'êtes pas dans le cartésianisme, l'homme-machine, les animaux-machines. Pour répondre à l'auditeur, effectivement, la science moderne, il y avait le ver dans le fruit. Donc évidemment, j'ai présenté la science moderne comme résultant de... mais il y a il y a clairement une productivité de cette science européenne. Le mot moderne est un petit peu ambigu, parce que maintenant on ne sait plus ce que ça veut dire. Mais quand on voit le progrès technologique
qui s'est réalisé en Europe, il y a inévitablement, enfin, il y a indiscutablement quelque chose d'objectif qui montre la pertinence de la science européenne. Maintenant, qu'il y ait eu des carences intellectuelles chez les fondateurs de la science moderne, ça c'est également vrai. Et la carence fondamentale chez Newton, c'est d'avoir coupé la philosophie de la science. Alors, il y a une formule de Newton, c'est hypotheses non fingo. C'est je ne feins pas d'hypothèses, je ne fais pas semblant de faire des hypothèses. Autrement dit, ma science elle est tellement empirique que c'est le fait à l'état brut. Alors ça, la pensée anglaise a gardé un petit peu de ça, mais malheureusement, ça n'est pas vrai. Comme disait Poincaré, la science est faite avec des faits, comme une maison est faite avec des briques, mais une maison n'est pas plus un tas de briques, enfin, il y a autre chose qu'un tas de briques. Voilà. Alors, en quoi, finalement, donc croyez-vous en une généalogie dans cet arbre, enfin, qu'on nous présente en permanence? Ah oui, alors, effectivement, l'arbre de la vie, alors ça fait partie justement des erreurs qui sont diffusées c'est-à-dire un arbre, il y a un tronc, des branches, des racines, et avec la sève qui circule de l'un à l'autre. Maintenant, si vous regardez ce qui est présenté comme l'arbre de la vie, vous verrez que il n'y a que les feuilles, il n'y a que les rameaux terminaux, si on veut, si on prend les genres, qui ont une quelconque réalité. Et tout l'arbre est une reconstruction. D'ailleurs, l'arbre reconstruit par Haeckel n'est plus tout à fait l'arbre qu'on va reconstruire aujourd'hui. Mais il n'y a pas l'arbre de la vie, tout simplement parce que les espèces ont été créées. Alors, on pourrait discuter sur le mot espèce, mais enfin, disons, les types initiaux sont absolument séparés les uns des autres. Et l'harmonie du monde, l'harmonie du cosmos demande la séparation des espèces. Et ça, c'est une idée que défendait très, très brillamment Pierre Rabichon, justement. On a parlé de lui parce qu'effectivement, comme préfacier. J'ai eu l'honneur de l'avoir comme préfacier. Alors, c'est un cas intéressant parce il y a très peu d'universitaires français qui se disent anti-évolutionnistes. Oui. Et il m'avait raconté d'ailleurs que, à l'occasion donc c'est un spécialiste des prothèses. Alors, quand il a constaté la quantité de matière grise qu'il y a derrière la moindre prothèse, et quand on compare la prothèse avec l'organe qu'elle remplace tant bien que mal, il s'est dit il faut une intelligence, il y a un constructeur. Et donc, il est devenu anti-évolutionniste. Et à l'occasion d'une tournée aux États-Unis, dans laquelle il rencontrait différentes personnes, alors les gens étaient très surpris que tout en étant anti-évolutionniste, il puisse rester à sa position universitaire. Alors évidemment, il avait une réponse très simple, qui est de dire moi je suis indéboulonnable, je suis fonctionnaire, etc. Oui. Alors ça c'est facile quand on est déjà au sommet de la pyramide. Mais malheureusement, le petit maître assistant qui se permettrait ça, de liberté, ça ne marche pas. D'ailleurs, je me souviens, il y avait eu, alors ça fait pas mal d'années, mais enfin, à l'école de commerce de Lyon, un débat pour ou contre l'évolution entre Michel Delsol, professeur de biologie à Lyon et à l'école pratique des hautes études, et moi-même. Bon. Et à un moment donné, Delsol m'a balancé à la figure, mais pouvez-vous citer un seul universitaire français qui soit anti-évolutionniste? Oui. Je n'ai pas pu répondre. Et le pire, c'est qu'il y en avait un dans la salle. Ah bon? Oui. De Dijon, un pasteur protestant d'ailleurs. Oui. Mais de toute façon, évidemment, il aurait pu se lever, etc. Mais c'est pas possible. C'était trop dangereux. C'était trop dangereux pour lui. Donc, alors ça, c'est un côté. Alors là, ça montre le poids de l'idéologie et le poids négatif de l'idéologie dans la science. C'est le fait qu'un universitaire, pour faire carrière, a besoin de dire qu'il est évolutionniste. Et c'est tellement vrai que vous avez aux États-Unis un mouvement qu'on appelle l'intelligent design, le dessin intelligent. Donc ce sont des universitaires qui, à un moment donné, ont adopté une sorte de position tactique qui consiste à dire nous ne nions pas l'évolution, puisque tout le monde dit qu'il y a évolution, il y a évolution, mais nous nions qu'un mécanisme darwinien puisse avoir été l'auteur de l'évolution.
Bon, donc ça donnait ce courant. Mais en fait, les grands noms de l'intelligent design, qui étaient universitaires, ont eu des ennuis. Et de la même façon, on a monté le procès de Dover contre... ils avaient fait un manuel de sciences qui s'appelait des pandas et des hommes, Oui. Très intéressant, très bien fait d'ailleurs, Oui. donc qui expliquait les sciences naturelles, etc., Oui. sans l'hypothèse évolutionniste d'ailleurs. Oui. On a décidé, alors le procès de Dover a décidé que ce manuel pourrait être étudié dans les classes de religion et pas dans les classes de sciences. Ah, d'accord. Oui, effectivement, je crois qu'il serait peut-être utile de lire cette préface de Pierre Rabichon, qui résume bien les atouts de votre ouvrage, finalement. C'est un grand plaisir pour moi de préfacer un tel livre appelé à devenir une référence nécessaire pour tous ceux qui veulent comprendre les divers aspects de l'évolution sous forme de questions, auxquelles Dominique Tasseau apporte des réponses à la fois d'ingénieur et de philosophe. Ses nombreux travaux et sa longue expérience font de l'auteur l'un des experts les plus qualifiés pour ce difficile exercice. Le mot évolution porte en lui l'idée de changement, idée intuitive mais bien vague pour un mot du vocabulaire scientifique. Si nous pouvons accepter comme une évidence les changements observés au cours du temps chez les êtres vivants, comme dans leur contexte inanimé, ce que l'on peut appeler évolution historique, il semble plus difficile d'établir des liens de causalité entre les différentes espèces, comme le voulait, entre autres, Darwin dans sa théorie toujours enseignée d'ailleurs aux écoliers jusqu'à notre époque. C'est ce que j'ai appelé l'ancestromanie. En principe, les observations faites par les chercheurs deviennent des faits scientifiques indiscutables si elles sont reproduites par d'autres chercheurs. Cela représente un thésaurus énorme, enrichi constamment et qui rend toujours plus inaccessible la connaissance universelle. De plus, existe-t-il une vérité unique quand on se trouve confronté à un problème complexe? Ou doit-on accepter plusieurs visions différentes, facteurs de polémique, plus ou moins passionnées, sinon passionnantes? La grande diversité du vivant, qui obéit néanmoins à des règles très précises de fonctionnement, m'a amené à me poser quelques interrogations, comme celle de savoir si tous ces changements et apparitions de variantes nouvelles sont le fait du hasard, ou s'ils ne seraient pas dus à une intervention extérieure d'une grande puissance technique, responsable de la conception et de la réalisation de ces merveilleuses machines biologiques, dont l'homme est un des exemples les plus représentatifs. Quand on mesure la quantité de matière grise qu'il faut réunir pour réaliser la moindre prothèse, on se dit que l'organe dont elle assure tant bien que mal certaines des fonctions et qui manifeste ce que Claude Bernard appelait une grande intelligence intentionnelle, cet organe n'a pu résulter que d'un authentique constructeur. Le facteur temps a aussi toute son importance. Certains parlent en millions d'années, sans preuve scientifiquement acceptable, et très certainement on devra dans les temps à venir revoir ces chiffres à la baisse. Il fallait des réponses à toutes ces questions que nous pose la théorie de l'évolution, et le livre de Dominique Tasseau s'y emploie avec beaucoup d'intelligence. Souhaitons-lui vivement d'atteindre tous les lecteurs qui, consciemment ou non, attendaient ces réponses claires sur un sujet complexe. C'est donc Pierre Rabichon dans sa préface à L'évolution en 100 questions-réponses. C'est vrai que le cadre... Il a pris sacrément position, dites-moi, oui, par rapport à vous. Oui, mais ça c'est intéressant, parce que si vous voulez... tout le monde croit à l'évolution. Moi, j'ai cru à l'évolution quand j'étais lycéen, etc. Bon, donc c'est la vision normale du monde et il faut absolument pas critiquer les gens qui sont évolutionnistes. En fait, ils ne savent pas qu'ils sont évolutionnistes. Ils ont la vision du monde qu'ils ont. Et dans le cadre de Pierre Rabichon, comme il le dit, c'est l'intelligence qu'il faut fournir, produire pendant des années pour mettre au point une prothèse,
qui lui a fait comprendre qu'il y a une intelligence créatrice. Et dans le cas, il y a un autre cas intéressant qui est donné dans les livres, c'est celui de Maciej Giertych. Alors c'est un généticien polonais qui croyait à l'évolution comme tout le monde. Et puis un jour, sa fille rentre du lycée en lui disant « Tu sais papa, la preuve de l'évolution, c'est la génétique ». Alors lui, il enseignait la génétique, il était très bien placé pour savoir que, bien sûr, oui. évidemment, la génétique, c'est même plutôt un argument contre l'évolution, puisque c'est un argument qui montre disons, le génome se transmet et que les rares mutations qui peuvent se produire, enfin rares ou pas si rares que ça d'ailleurs, mais ne touchent que sur ce qu'on appelle des phénomènes secondaires, enfin donc ne sont pas capables de créer, ne sont pas capables d'une part d'apporter une information fonctionnelle nouvelle, donc une fonction nouvelle, et ne sont pas capables de créer un organe. Bon. Donc il y a bien sûr des mutations, ça c'est la microévolution, mais la microévolution est généralement régressive, et par contre la macroévolution, là, et d'ailleurs je cite alors deux grands pontes de la macroévolution qui sont John Maynard Smith et Urs Zatmary, qui est un Hongrois qui enseignait tous les deux à Harvard. Donc ils étaient titulaires de la chaire de macroévolution. Donc quand on est titulaire de la chaire de macroévolution, on enseigne la macroévolution. Et il y a un article publié dans Science qui est tout à fait intéressant, dans lequel ils disent il n'y a aucune preuve empirique que des lignées se transforment avec le temps, donc de macroévolution, et il n'y a aucune indication théorique que ça soit possible. Parce que, alors ça c'est souvent la parade des évolutions, de l'évolution, c'est de dire mais c'est un fait, c'est pas une théorie, c'est un fait. Mais si c'est un fait, on devrait justement constater la macroévolution. Or, ce qu'on constate, c'est la microévolution. Alors le problème, c'est que comme c'est le même mot, et là c'est là où il y a mensonge, si vous voulez. On porte au crédit de la macroévolution, parce que dans l'esprit des gens, c'est la macroévolution. La microévolution sert de cache, sert à justifier la macroévolution, c'est ça, oui, qui est un abus. C'est un abus de langage. Et si vous voulez, c'est d'autant plus dommage que normalement en science, on a un vocabulaire précis. Et quand le maître de Paris mesure la même longueur que le maître de Pékin. Ce qui est extraordinaire avec vous, c'est qu'on n'a même pas commencé à aborder le livre, finalement, parce que le sujet est tellement vaste qu'il nous reste en fait 8 minutes. C'est incroyable. Mais je voudrais quand même que Véronique lise un tout petit morceau d'un long courriel que nous avons reçu, qui est assez agressif à votre égard. Oui. Mais à l'intérieur même de ce mail, il est fait allusion au papillon. Un point que vous avez traité. Un point que vous avez traité dans votre ouvrage, et j'aimerais que vous répondiez au moins sur ce point. Oui. Bon, le courriel est extrêmement long, je ne pourrais pas le lire en entier. Il commence par « Vous êtes carrément incroyable » et nous traite de monstres de l'information. Bon. Alors sinon, le paragraphe auquel vous avez déjà répondu dans le livre, c'est... L'auditeur nous dit « La très sérieuse revue Science et Vie, dans les années 80 ou 90, a publié un article qui traite justement de la transformation de l'apparence d'un papillon suite au changement de son biotope. L'article est clairement documenté avec des photos et des arguments concrets. Vous êtes plus des monstres de l'information dignes des plus belles dictatures que des scientifiques. » etc. etc. Alors ça, c'est la phalène du bouleau. Oui, si vous voulez. Donc c'est un papillon de nuit qui a été étudié en particulier dans la région de Birmingham en Angleterre. Et alors, il s'est trouvé qu'il y a une variété claire et une variété obscure. Donc c'est une variété Carbonaria. Mais l'étude qui a été faite porte sur la proportion de papillons sombres et de papillons clairs. Et avant l'ère industrielle, on constatait dans cette région plus de papillons clairs et moins de papillons sombres. Et puis arrive la fumée des usines. La phalène du bouleau, évidemment, se vit dans l'environnement des bouleaux.
est censé se coller sur l'écorce du bouleau, et à ce moment-là, la variété sombre devient dominante et la variété claire minoritaire. Puis arrive la dépollution, on arrive à capter les fumées d'usine, etc. Les bouleaux redeviennent plus clairs et du coup la variété sombre se réduit et la variété claire augmente. Alors ça c'est présenté dans les manuels scolaires comme l'exemple majeur d'évolution. Oui. Alors effectivement, si on appelle évolution n'importe quel changement, évidemment c'est un changement. Maintenant, j'en rentrerai pas sur les détails parce qu'il y a plein on n'a pas le temps. de détails méthodologiques qui ont été critiqués sur les expériences de Catalouel. Oui. Mais si on reste aux résultats, les résultats, c'est qu'il y a une espèce avec deux variétés. Une variété qui était dominante devient minoritaire et elle redevient dominante. Il y a aucune évolution. C'est hors sujet par rapport à l'évolution. Il n'y a pas eu apparition de nouvelles espèces. Il y a pas, et en plus, la transformation en question, elle est réversible. Oui. Or, l'évolution, c'est censé être un progrès. Bien sûr. Si vous voulez, on ne redevient pas singe quand on a été homme. On n'a pas répondu à la question, mais y a-t-il hérédité des caractères acquis ? Oui, c'est effectivement une des questions qui se posent. Alors, c'est une question complexe, parce qu'aujourd'hui, avec les mitochondries, on pourrait relire d'une autre façon le débat, mais c'était un débat du 19e siècle, oui, c'est vrai. Et qui a été un phénomène majeur, parce que Weissmann avait fait la distinction entre le soma et le germène. Autrement dit, il y a dans une cellule, il y a l'aspect somatique et puis l'aspect, on pourrait dire les chromosomes, si vous voulez, qui portent l'hérédité. Oui. Et il avait constaté que le germène était extrêmement stable. Il n'était pas affecté. En particulier, il y a une expérience connue où on a coupé la queue. Enfin, c'est quand même amusant. Enfin, vous savez, les souris, ça se reproduit rapidement. Donc, on coupait la queue des souriceaux dans l'idée qu'au bout d'un certain nombre de centaines ou de milliers de générations, il naîtrait avec une queue plus courte, puisque l'organe désuet, l'organe qui ne fonctionne pas, est inutile, donc il doit diminuer. Bon, évidemment, ça n'a jamais diminué. Alors, Véronique. Alors, je vais redonner à nos auditeurs les références du livre. Donc, il s'intitule « L'évolution en 100 questions-réponses » de Dominique Tassot, publié aux éditions Via Romana. Et vous revenez à Paris le samedi 16 octobre, donc pas ce samedi, mais le samedi de la semaine prochaine, samedi 16 octobre, pour le signer au comptoir des monastères, qui se trouve 33 rue Galande, dans l'après-midi de 15h à 18h, le samedi 16 octobre. Et vous serez, je crois, en compagnie du père Jean-Dominique Fabre, qui signera également ses ouvrages. Alors, puisqu'il nous reste une minute, j'indique quand même le contenu de la table des matières, puisque nous n'avons pas pu aborder d'abord les thèmes complets que vous abordez. 1. L'évolution et les fossiles, grande question. L'évolution et la biologie, l'évolution et la génétique, l'âge de la Terre, les ancêtres de l'homme, l'évolution et la logique, les chercheurs, la science et l'évolution, la politique, la société et l'évolution. Pourquoi Darwin est-il enterré à Westminster? L'évolution et les religions. Et enfin, l'Église catholique et l'évolution. Et la conclusion s'intitule « Un conditionnement dont il faut se libérer ». Cher Dominique Tassot, en tout cas, merci d'avoir abordé, d'être resté un peu au seuil de votre ouvrage, qui est tout de même un ouvrage depuis 300 pages, et d'avoir approfondi cette question d'une manière aussi brillante. Chers auditeurs, je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours avec Véronique.